Bonsoir et bienvenue à la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Alors cette semaine, seulement 2 sujets, mais quand même des sujets assez charnus. Donc on va aller en premier lieu parler, bon ça a été une dure semaine pour la CAQ, beaucoup de réflexions sur le style de gouvernance de la CAQ. Je veux dire, François Legault a un pouvoir littéralement soviétique, vient de se faire... il a reçu un score de 98,6% dans un vote de confiance. Puis il y a tous les enjeux éthiques que ça pose. On va retourner voir tous les éléments parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et ensuite, je voulais parler un tout petit peu, il y a le G7 en ce moment même qui se déroule à Hiroshima au Japon. Il y a beaucoup d'éléments par rapport à la guerre en Ukraine qu'on peut se mettre à jour un petit peu par rapport à ça, là, où qu'on en est rendu dans cette guerre-là. Peut-être vous donner quelques-unes de mes réflexions à ce sujet. Par rapport à Legault, vous avez sûrement dû voir ça aller, c'est... le mot unanimisme est sur toutes les lèvres. Tout le monde parle du fait que la CAQ est tellement puissante et son chef à l'intérieur même de la CAQ est tellement puissant que là, à partir d'un certain stade, on a l'impression que là, tout le monde est rendu unanime au Québec. Même l'Assemblée nationale a voté. Il y a eu beaucoup de motions dans les derniers temps où il y a eu des unanimités. Et là, c'est à se demander, est-ce que ça débat encore? On paye des politiciens pour débattre à notre place. Et là, il semblerait que les politiciens sont tous d'accord entre eux. J'exagère un peu, il y a quand même le PQ qui attaque la CAQ, particulièrement ces temps-ci, QS, etc. Il y a encore des dynamiques de parti, mais tout de même, on sent qu'au Québec, il y a une certaine forme d'unanimisme qui s'est bien ancré, depuis la pandémie surtout. Une espèce de rejet du débat. La CAQ qui, comme je me répète, mais qui a tellement de pouvoir que ça fait en sorte que on dirait que tout le monde se tient tranquille au sein de la CAQ et il y a peut-être moins de débats qu'il pourrait y en avoir au Québec. Enfin, juste vous ramener à ce que j'en écrivais l'an passé. Ce plan, c'était en début juin, donc ça fait à peu près un an, pas jour pour jour, mais vous voyez, là, ça fait à peu près un an. Juin 2022, où... Là, on s'enlignait vers les élections à l'automne et je regardais ça aller et je pense que Bernard Drainville venait juste de passer à la CAQ. Et donc, moi, j'analysais ça. Je me disais, OK, la CAQ est devenue comme... c'est rendu qu'on l'interprète comme ce parti de pouvoir et donc ça devient en quelque sorte le seul véhicule crédible pour le carriérisme politique. Si tu veux faire carrière en politique, c'est sûr que les partis de pouvoir, c'est une meilleure chance. Et il y avait aussi Claire Sanson qui venait de faire une sortie en disant il y a plein de plantes vertes à la CAQ. Tous les députés moins importants sont juste là pour voter à l'Assemblée. Et donc, j'avais écrit ça. Je veux vous ramener à ce que j'avais écrit à l'époque parce que j'ai l'impression que j'avais quand même visé juste. Je l'ai republié sur le site de Québec Nouvelle. Et ce que j'écrivais, monopole caquiste, unanimisme et plantes vertes. Et je vais vous lire c'est une sélection là, de certains passages là-dedans. Je vais vous le lire, je pense, probablement dans son intégralité. Enfin. Donc, j'écrivais... Une impression de convergence des sphères politiques québécoises en un grand monopole caquiste se fait sentir. C'est donc sans surprise que la coalition Avenir Québec est devenue attractive pour un vaste éventail de candidatures provenant de toutes les familles politiques. Après tout, elle est le seul véhicule crédible du carriérisme politique en 2022. Bon, essentiellement, ce que je vous disais, c'est sûr que si tu veux faire carrière en politique, t'es mieux d'aller dans un gros parti bien établi comme ça que dans un petit parti qu'il n'y a pas grand chance que tu sois élu. Donc, pour faire carrière. Et c'est ce qui est souvent reproché aux politiciens, les carriéristes en tant que tels. On aime mieux les politiciens qui sont là pour des valeurs plutôt que ceux qui veulent simplement faire une vie de ça, tu sais. Maintenant, en devenant un parti fourre-tout, la CAQ risque surtout de dissoudre les débats de société dans une modération exagérée. On risque de donner au Québec une ambiance d'unanimisme encore pire que celui qui prévalait déjà. Au pays de pas de chicane dans ma cabane, c'est dans cette gérontocratie frileuse qu'est le Québec qui osera contester cette tendance monopolistique. Et donc, c'est ça que je dis. Je dis, au bout du compte, si la CAQ, à force de devenir de plus en plus puissante, disons, dans la société, et à force de recueillir plein d'éléments de plein de partis, des gens du Parti libéral, des anciens péquistes, des anciens de Parti conservateur, à force de devenir comme un parti attractif pour toutes ces tendances politiques-là, ça fait en sorte que le message initial de la CAQ, qui était plus on est centre-droit, on veut faire le ménage dans le gouvernement, etc., mais là, tu viens à dissoudre en quelque sorte toutes tes positions parce que tu as des partis tu as des candidats qui viennent de tous les partis et tu veux concilier tout le monde. Et ça fait aussi en sorte que c'est un parti qui va gérer plus au sondage parce qu'il veut se situer au centre, dans une espèce d'extrême modération.
disons, il va être à tout prix comme représenter tous les Québécois, mais ça fait en sorte que, ben évidemment, tu vas modérer beaucoup de tes points sur lesquels tu étais peut-être plus strict à la base. Et ben c'est ça que je dis. Je dis, plus la CAQ grossit, en quelque sorte, moins la CAQ représente ses idéaux initiaux qui étaient, disons, plus idéologiquement orientés. Bon, certains diront que c'est une bonne chose, ils écoutent plus l'ensemble de la population, d'autres diront ouais, mais en même temps, en politique, si tu as des positions, si tu veux si tu veux les faire aller de l'avant, il faut quand même que tu continues à te battre pour tes positions initiales. Donc, la CAQ de 2018, là, qui a été élue pour la première fois en 2018, ou même je pourrais remonter à la CAQ de 2011-2012 au moment de sa fondation. On s'entend que ça a changé pas mal. Là. C'est plus du tout les idéaux exploiter le pétrole, couper dans la fonction publique, centre droit, booster l'économie, etc. On est loin de ça là, maintenant, la CAQ. Bon, en tout cas. Et après, je continue, je dis... Nos institutions et notre vie politique seront inévitablement teintées de ce paternalisme inattaquable. Tout le monde devra faire des courbettes à notre nouveau Duplessis pour en obtenir des faveurs. Donc, cette image, en quelque sorte, d'un logo qui est devenu tellement puissant qu'en quelque sorte, n'importe qui veut avoir des faveurs d'un point de vue politique, ben, c'est le logo qu'il faut que tu ailles voir. Des micro-partis, là, on dit que le PQ est la principale opposition de la CAQ. Le PQ a 3 députés là, à l'Assemblée nationale. Donc, on s'entend que si vraiment tu veux des faveurs d'un point de vue politique, ben là, la CAQ devient le principal, encore une fois, le principal véhicule pour ça. Maintenant, je continue, je dis la CAQ deviendra donc essentiellement un parti de pouvoir, un parti du damage control sans réelle vision qui tire les ficelles identitaires dès qu'il est critiqué dans un autre domaine. Là, je fais référence, c'était plus d'actualité, disons, l'an passé, mais c'est le fait que ben c'est ça, sur plein de sujets, la CAQ, dès qu'elle était critiquée, elle en revenait tout le temps avec des politiques identitaires, que ce soit, bon, la charte de la laïcité, la loi sur la langue l'été passé, c'était à cause de ça là, que j'écrivais ça. Et donc, ça donne tout le temps cette espèce de balancement entre, dès que les gens commencent à être un petit peu insatisfaits par la CAQ, ah ouais, on y va dans l'identitaire et comme ça, bon, elle s'assure des appuis d'anciens gens du PQ, des gens aussi peut-être plus conservateurs qui sont, disons, plus opposés aux accommodements déraisonnables et tout ce genre de trucs-là. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, c'est comme une manière pour la CAQ de toujours se sauver la face en quelque sorte. Hein, quand elle n'accomplit pas dans certains sujets, elle sait que d'un point de vue identitaire, elle représente ce nouveau nationalisme non-indépendantisme, un nationalisme, une espèce d'affirmation d'identité. Et en ce sens-là, elle peut utiliser constamment cet outil-là pour toujours se redonner bonne figure quand ça va mal. Bon, dans les derniers temps, ça a été moins le cas, mais l'été passé, c'était particulièrement le cas. Et avant les élections aussi. Elle a joué la carte identitaire pour les élections, ça c'est sûr. Maintenant, j'écris, il faut aussi comprendre que rentrer autant de députés à l'Assemblée nationale sans réelle opposition multipliera ces cas de plantes vertes évoqués par Claire Sanson plus tôt cette semaine. En effet, la grande majorité de ces députés ne seront pas réellement utiles au travail gouvernemental et ne seront qu'un vote de plus en chambre, là où un député de l'opposition aurait eu à travailler pour offrir un certain challenge à ses opposants. Et là, je faisais appel un peu, en quelque sorte, à cette idée que il y avait beaucoup de gens qui disaient c'est pas nécessairement que je suis contre la CAQ, mais je veux pas qu'elle rentre aussi forte. Et c'est cette idée-là que si on fait rentrer un parti aussi fort à l'Assemblée, ben, l'Assemblée devient un petit peu, je ne serais pas inutile, mais c'est-à-dire que l'Assemblée ne peut pas faire un travail disons, pour essayer de... elle ne peut pas faire un travail de modération du parti au pouvoir autant qu'elle l'aurait fait s'il y avait, disons, un ratio plus équilibré entre l'opposition et le parti au pouvoir. Bon, je sais qu'en politique, on veut toujours avoir des majorités, on veut toujours le plus possible que le parti au pouvoir puisse agir, et donc dans notre système parlementaire, c'est sûr que plus un parti est fort en assemblée, plus le gouvernement a la liberté d'agir. Mais c'est ça, il y a l'autre contre-coup où tu veux quand même avoir une opposition. Tu veux avoir une opposition forte qui est capable de contrôler le gouvernement parce que c'est un petit peu ça la dynamique dans tout. Hein. C'est que quand on parle de pouvoir, hein, il y a la fameuse expression « le pouvoir corrompt ». Ben, le but, pour empêcher le pouvoir de se corrompre, il faut, les Américains, les Anglais appellent ça « checks and balance ». Hein, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir pour constamment challenger, en quelque sorte, le pouvoir en place, pour s'assurer que le pouvoir se sente watché. Je suis désolé pour les anglicismes, là, il y en a une couple dans la dernière phase, mais se sente surveillé.
À partir du moment où un parti, un gouvernement au pouvoir ne se sent plus surveillé, ben c'est là qu'il peut avoir des dérives d'un point de vue éthique. Et c'est le danger d'avoir un parti qui est trop fort à l'Assemblée nationale. Donc, comme je dis, et c'est ça aussi qui fait en sorte que même le parti au pouvoir, une majorité de sa députation ne seront pas ministres, naturellement. Donc, ça crée une situation où si la députation est aussi forte à l'Assemblée, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir des bons députés dans chaque comté, en autant qu'ils votent en faveur de tes motions puis qu'ils fassent passer tes lois. T'sais. Et ça fait en sorte que ça crée une dynamique où peut-être que le parti au pouvoir va en quelque sorte négliger en quelque sorte ses députés en autant qu'ils votent dans le bon sens. Et ça va devenir le petit noyau autour du premier ministre et autour des ministres, donc le noyau du gouvernement qui va, dans le fond, faire la pluie et le beau temps et qui est assuré que toutes ces motions vont passer à cause de cette députation-là. Mais ça crée, c'est ça, c'est Claire Sanson qui disait il y a des plantes vertes à l'Assemblée nationale, ils servent à rien, ils sont juste là pour voter. C'est ça, faire rentrer 90 députés à l'Assemblée nationale, c'est sûr que sur les 90, il y en a une méchante gang qui vont juste être là pour voter. Là. C'est pas des gens qui vont former le gouvernement. C'est ça, ça crée cette situation-là. Je concluais, une petite phrase peut-être un petit peu choquante en disant, au fond, cette ambiance politique correspond bien au Québec, une société peu intéressée à débattre, qui aime qu'on décide à sa place sans grand remous, une société du suivisme aveugle. Et là, je pensais aussi un petit peu à... Je pense que c'était pendant la pandémie. Je me rappelle même plus c'était quel artiste, mais qui avait affirmé non, j'aime ça que les gens prennent des décisions à ma place ou quelque chose du style. Je ne peux pas généraliser la société québécoise par rapport à ça, mais il y a quand même ce sentiment-là un petit peu au Québec, comme quoi on veut juste mettre en place du monde qui gère nos affaires, mais on veut pas trop de remous, on veut pas que ça crée trop de problèmes, en autant que ce soit géré comme du monde. Mais après, le débat, on n'est pas comme les Français qui vont se mettre à se crier après sur des plateaux télé, sur des points, même pas pour des mauvaises raisons, là, se crier après sur des débats intellectuels ou philosophiques, ou etc. Au Québec, on préfère quand il y a une bonne entente en général. Bref, on peut spéculer comme on veut là-dessus. Mais bon, ça, c'est le texte que j'avais écrit il y a 1 an. Maintenant, je vous ramène à cette semaine. Bon, la semaine d'avant, en background, il y avait toutes ces... dans le fond, il y a eu ces controverses-là par rapport à des nominations qui ont des apparences d'être partisanes, en tout cas, de Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice, qui aurait nommé juge un de ses bons amis. Il a même été vu à son mariage, des photos de mariage sur sa page Facebook, etc. Le fait est que, et il ne le cache pas, Simon Jolin Barrette affirme ouvertement, oui, c'est un de mes amis. Et s'en cache pas et a quand même une bonne justification dans le sens où, tu sais, je veux dire, quand tu as étudié le droit, tu as côtoyé des gens dans le droit, et je vous ramène aussi au fait que la CAQ est rendue si présente au Québec. Là, c'est sûr qu'à partir du moment où plus un parti est présent dans toutes les sphères, en quelque sorte, de la société, tu vas finir par retomber sur les mêmes faces. Bon, bref, là, je me fais l'avocat du diable, mais bref, tout ça pour dire que Simon Jolin Barrette, il dit que oui, c'est un de ses amis, mais que tous les... protocoles, toutes les procédures en place ont été respectées. Des procédures qui ont été mises en place, il faut le rappeler, suite à la commission Bastarache, qui est une commission d'enquête sur la nomination des juges, qui avait révélé un nombre épouvantable d'irrégularités. Il avait mis en place un processus où essentiellement, c'est un comité indépendant qui émet des propositions pour les juges et c'est au ministre de la Justice après ça d'accepter ou pas. Là où il y a un problème, c'est que le PQ, notamment, dit que Simon Jolin Barrette, il contourne le rapport Bastarache parce qu'il aurait refusé 4 fois des propositions de ce comité indépendant-là. Donc, c'est bien beau qu'il y ait un comité indépendant qui mette en place... qui soumettent des propositions de nomination. Mais c'est sûr que si le ministre de la Justice fait juste les refuser jusqu'à temps que ce soit son ami qui arrive dans les recommandations, je dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais en apparence, c'est ça. Il semble y avoir un petit problème ici. Et le PQ dit qu'il y a contournement des procédures au niveau des nominations partisanes. Et il dit, ils ont même relevé, je pense, 13 autres nominations qui ont l'air d'être partisanes. Et ce qu'essentiellement le PQ dit que la CAQ
dans le fond, fait autant de nominations partisanes que durant l'ère libérale et que, ben, c'est ça, il y a vraiment, ils ont contourné la chose. Et je vous ramène encore une fois, puissance de la CAQ, hein, moins on se sent surveillé, ben, plus ça, dans le fond, ça devient un terreau fertile pour le copinage. Je dis pas nécessairement que c'est ça. Je veux dire, on va laisser la justice puis tout le truc se mettre en place, mais les questions d'apparence aussi, c'est important là, tout de même. Faut pas qu'il y ait apparence de conflit d'intérêt. D'un point de vue légal, c'est deux trucs différents. Hein. Apparence de conflit d'intérêt et conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, c'est un conflit d'intérêt clair et avéré, mais apparence de conflit d'intérêt est aussi quelque chose qui, d'un point de vue légal, peut être... je ne veux pas m'embarquer dans des technicalités, mais pas interdit, mais bref, l'apparence de conflit d'intérêt est grave aussi, et souvent peut-être est minimisée, mais c'est à prendre en compte. C'est très grave aussi. Bon, bref. Maintenant, ça a fait en sorte que la commissaire à l'éthique va enquêter sur Simon Jolin Barrette. Bon, ils vont faire la lumière là-dessus. Comme je dis, on va laisser la commissaire à l'éthique faire son travail. Mais maintenant, bon, ça c'est comme un petit peu disons, le contexte dans lequel cette semaine-là, en fait, la fin de semaine dernière, pas cette fin de semaine-ci, mais la fin de semaine dernière, là, il y a eu un congrès de la CAQ et ça a été l'occasion pour la CAQ de faire un vote de confiance pour François Legault, pour déterminer c'est quoi le niveau de confiance de François Legault. Il a obtenu 98,6%. Le point 6, c'est quand même important parce qu'au bout du compte, si tu arrondis, c'est carrément 99%. Tu sais, je me sentais mal quand j'écrivais mon article que je viens de vous lire là, de il y a un an. Je me sentais mal de parler de score soviétique. Mais là, devrais-tu me sentir mal? C'est un score tout à fait soviétique. Ça n'a aucun foutu bon sens. 98,6%. Et ça m'a fait, justement, j'ai écrit un autre texte cette semaine et ça m'a fait dire que non seulement le peuple québécois, on a donné 90 sièges à l'Assemblée à la CAQ, ce qui est absolument phénoménal, là. Mais là, en plus de ça, la CAQ à l'interne donne un pouvoir démesuré à son leader, 98,6%. Donc c'est comme, il y a deux niveaux dans lesquels la CAQ devient un parti qui a un pouvoir qui s'est pratiquement jamais vu. Et avec des chiffres comme ça, ben c'est sûr que tu ne donnes pas l'impression au parti au pouvoir qu'il est surveillé et qu'il doit se watcher. Je veux dire, c'est ahurissant. Être François Legault, je me sentirais comme le roi du Québec. Là. Je veux dire, tu as 90 sièges à l'Assemblée, 98,6% d'appui. Et ça me fait penser aussi, François Legault, je comprends, puis son parti, c'était des super bonnes perspectives, puis moi j'étais caquiste en 2018, j'ai voté CAQ, etc. Mais est-ce que François Legault est comme un génie ou de quoi, ou c'est le seul individu au Québec qu'on est capable de voir en tant que premier ministre? Il est quand même un peu lent, un peu mononcle, ses bords pis tout. Je veux dire, je veux pas... Je fais juste comme émettre des critiques, mais est-ce que c'est vraiment la crème de la crème du politicien québécois, François Legault? Quand même assez impressionnant, là, que je me serais attendu que François Legault et la CAQ seraient fortes à cause de ses perspectives. Je me disais, c'est une bonne chose. C'était le meilleur angle, disons, stratégique que de dire on est nationaliste, mais pas nécessairement séparatiste. Déjà, juste avec ça, je me disais, ce parti-là va être là pour longtemps. Il a puisé dans vraiment, c'est quoi, une espèce de ressenti populaire. Et juste avec ça, je me disais, ça va être un parti qui va être fort. De là à dire que François Legault deviendrait cette espèce de leader... Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il est charismatique à ce point-là? 99% d'appui, c'est tout à fait incroyable. Et bon, fait que là, il y a ça, mais là, il y a les trucs de conflit à l'éthique. Puis comme je dis, quand c'est un parti aussi prépondérant, qui est aussi fort, ben là, ça pose la question, là, et peut-être qu'il commence à être trop puissant, littéralement. Et là, dans tout ça, ben, on réalise aussi que dans les dernières semaines, derniers jours, je ne sais pas exactement quand le processus a été enclenché et tout, mais François Legault a fait adopter une loi pour augmenter le salaire des députés de 30% par année, ce qui équivaut à un salaire de député, c'est à peu près 100 000.
Et donc, en ce moment, ça voudrait dire une augmentation de 30 000. Et c'est sans compter aussi, il y a des allocations de dépenses de 38 000. Quand tu fais partie de certains groupes parlementaires qui étudient certains sujets et tout, tu as encore d'autres bonus par rapport à ça. Une augmentation qui est assez incroyable. Pour le commun des mortels, pour le commun des Québécois là, qui travaillent à la shop, qui travaillent dans des... qui travaillent, disons, des métiers... La classe moyenne, là, une augmentation de 30 000 $ en un an. Écoutez, je comprends la justification et ils disent que cette augmentation-là, encore une fois, ils disent les procédures ont été respectées, c'est un comité qui a mis en place ces augmentations-là. Et c'est ça. Et donc, bref, ils ont augmenté le salaire des députés. Je comprends bien que ça a été fait. Peut-être que le salaire n'était pas, disons, aux normes par rapport à un député en 2023. Et on comprend que, tu sais, ça demeure un poste extrêmement important. C'est le poste, un poste de député, c'est un poste politique, c'est ce qui va déterminer en quelque sorte les destinées de l'ensemble du peuple. Il y a une énorme responsabilité là-dedans et on comprend qu'on veut qu'ils soient payés. On ne veut pas que nos députés aillent à faire des réunions dans des McDonald's ou dans des Ashton. Bon, bref, on comprend ça, mais ça reste quand même que la même semaine où tu as une controverse par rapport à de possibles nominations partisanes, que tu obtiens un score de 98,6% dans un vote de confiance, que là, la même semaine, tu augmentes les députés de 30 000 $, au moins pour la première année, parce que c'est 30% par année, bon. Éric Duhaime a sauté dessus. Vous me direz, Éric Duhaime saute sur tout ce qu'il peut pour critiquer la CAQ, mais il a quand même raison. Il dit, ça me donne un petit peu l'impression que ce 98,6%, là, comment Éric Duhaime a dit? Il a dit je connais pas mal de monde qui voterait pour leur boss s'il venait de leur donner une augmentation de 30 000 $. C'est vrai, pensez-y. tu viens de te faire... Puis ça, c'est pour toutes les partis, c'est pas juste les députés de la CAQ, là, toutes les partis qui obtiennent 30 000 $ de plus. C'est sûr que tu regardes le go, tu te dis, ouais, c'est au bout du compte. Il est payant, le go. Et c'est ce qui m'a fait écrire justement mon article. Je disais... ça va être... on va arriver là-dessus, mais je disais François Legault est trop inflexible, mais il paie bien. Et quand je parle de trop inflexible, c'est que là, il y a une autre affaire qui est sortie à peu près en même temps, après le score de 98,6%. Et c'est Emily Foster, une ex-députée de la CAQ, qui a fait une sortie pour dire que, au bout du compte, les députés d'arrière-ban étaient complètement ignorés et que... ils ne pouvaient pas vraiment exprimer leur opinion, que tout était contrôlé par les lignes de communication du gouvernement central. Et donc, elle parle depuis quelques années. Et elle ne dit pas juste par rapport à la CAQ. Elle dit en général, c'est ça dans toutes les parties. Et je pense que c'est vrai. Mais c'est sûr que là, avec la CAQ, comme je dis, sa prépondérance, sa puissance en ce moment, c'est sûr que c'est d'autant plus pertinent. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que les partis sont devenus comme tellement centralisateurs qu'ils contrôlent tout le message du point de vue des communications et que les petits députés peuvent plus vraiment dire ce qu'ils pensent. Il faut juste qu'ils suivent la ligne de parti. En quelque sorte que la ligne de parti est devenue oppressante pour les députés. Et donc, ça sort en même temps que c'est ça, tu as un score de 98%. Donc, 98,6% des membres de la CAQ sont pâmés devant leur leader. Ils viennent... C'est pas tous les membres, mais je veux dire, les députés de la CAQ ont obtenu 30 000 d'augmentation. Mais en même temps, on apprend que ils peuvent plus vraiment dire leur opinion parce qu'au bout du compte, tout est contrôlé par le gouvernement au centre. Et je vous ramène aussi... Donc juste ici, juste vous montrer l'article vite. Donc, une ex-députée caquiste mal à l'aise d'avoir voté contre le rapport de la commissaire à l'éthique pour Fitzgibbon. Parce que c'est un des éléments qu'elle a dit là-dedans. Elle a dit, moi, quand j'étais député de la CAQ, la ligne de parti, on m'avait imposé de voter contre le rapport. C'est encore un autre cas de tous les manquements à l'éthique de Pierre Fitzgibbon. Ça avait fait les nouvelles. Mais bref, elle avait été mal à l'aise de voter contre ça. Et c'est ça, elle est politologue aussi. Donc, elle enseigne, je pense, à l'université en ce moment. Et donc, c'est ça. Elle dit les partis politiques sont devenus des machines à contrôler le message, réduisant au silence des députés d'arrière-ban, affirme l'ex-députée caquiste Emily Foster. Et là, elle disait aussi les partis doivent se rappeler qu'ils font de la politique, pas du marketing. Les débats sont sains, nécessaires et doivent être encouragés, même si cela signifie de perdre quelques votes à la prochaine élection, écrit-elle.
Et elle parle vraiment de cet aspect-là. Elle dit qu'au bout du compte, les partis sont devenus juste des espèces de boîtes de communication juste vraiment une espèce de mentalité de marketing derrière et ils font juste se vendre à longueur d'année. C'est comme devenu en quelque sorte un produit et toute leur ligne de presse, c'est juste pour se vendre, pour tout le temps dans une espèce de dynamique électorale. Pas de besoin d'être dans les cycles d'élection, mais au jour le jour, un parti fonctionne comme s'il était en élection tout le temps et tend à justement oublier l'aspect politique qui est le débat, qui est le brassage d'idées et tout. Et je rappellerais d'ailleurs aussi que ce qu'elle dit là, c'est tout à fait vrai, mais même que je ferai un lien, hein, vous avez tout entendu parler de McKinsey, eh bien ces lignes de communication-là, vous croyez qu'elles viennent d'où? Oui, certainement, il y a quelques ministres et du personnel au sein des ministères et tout qui vont écrire des lignes de presse et qui vont imposer certaines directives. Mais on le sait que c'est rendu que ça se paye à coups de millions et de millions et de millions de constamment faire affaire à des boîtes d'expertise conseil telles que McKinsey. McKinsey n'est pas le seul, mais il y en a plein. Quand c'est pour des sujets extrêmement précis, qu'il n'y a pas nécessairement d'expertise au sein de la députation pour vraiment parler d'un tel sujet, on comprend, mais ça reste que c'est rendu que ces députés d'arrière-ban-là, les lignes de presse qui se font imposer, la majorité de ces lignes-là vont toutes être conçues d'avance par des boîtes marketing. Parce que l'expertise conseil et le marketing est un petit peu proche, là, dans le sens où l'expertise conseil, oui, crée des rapports d'expertise, mais souvent, leur recommandation, ça va être quelle ligne de communication est-ce que vous devez utiliser pour mener à bien vos politiques. Donc, bref, je fais un lien avec McKinsey, c'est là-dedans aussi. Fait que là, le portrait qu'on est en train de nous brosser, c'est qu'on a cette espèce de convergence complète de toute la société québécoise au sein de la CAQ qui devient tellement puissante. Et au sein même de la CAQ, le débat est quasiment rendu absent. C'est tout le gouvernement qui impose les lignes. La ligne de parti est super forte. Mais non seulement ça, on sait qu'il y a McKinsey, donc ces lignes de parti-là, c'est même en haut du gouvernement, c'est McKinsey qui, pas juste McKinsey, mais les autres boîtes qui proposent ces lignes de communication-là. Donc, on commence à être loin d'une politique démocratique normale où tu fais juste élire un député, les députés s'ostinent entre eux puis finissent par aboutir sur des législations. Et comme je le mentionnais aussi, c'est vraiment, vraiment dangereux l'unanimisme en politique et dans les assemblées comme ça. Parce que oui, en apparence, on a juste l'air d'un peuple modéré, hein, qui... notre gouvernement est juste raisonnable et modéré, puis on n'a pas besoin de s'arracher la tête, hein, on a peur de la violence politique, et même la violence verbale politique et tout, donc le moins on débat, plus c'est signe qu'on est une société civilisée et tempérée et pacifique. Le problème, je vous ramène à ce que je vous disais à la base, c'est que la politique, imaginez-le un petit peu comme une soupape. La politique, c'est la soupape de la société, OK? Les gens au sein d'une société vont en arriver des fois à débattre d'une manière des fois très, très intense. Le but de la politique, c'est de récupérer ces débats-là, d'en débattre en assemblée et d'offrir une solution sous forme de loi et de légiférer pour régler la situation. À partir du moment où tu as des sphères politiques qui sont unanimes et qui ont le loisir, en quelque sorte, de juste littéralement ne pas parler des sujets dont ils ne veulent pas parler, là, ça crée une situation quand même assez problématique parce qu'il faut en parler pour régler le problème dans la société. Donc, c'est comme si, là, tu as des sphères politiques qui refusent de traiter des débats de société, qui sont tous unanimes entre eux, sont tous d'accord. Et là, j'arrête pas de dire ça, là, mais je veux dire, le fait que la CAQ vote en faveur de la littérature woke d'Élise Gravel pour la protéger des méchants conservateurs américains, le fait qu'ils votent unanimement aussi pour une autre motion de Manon Massé pour protéger les drag queens parce que le Québec est si ouvert et diversifié. C'est plein d'exemples de ça. Tu as le Québec solidaire puis la CAQ qui sont, dans le fond, en parfait accord avec l'unanimité à l'Assemblée nationale. QS, la CAQ, Parti québécois, Parti libéral, tous d'accord sur ces sujets-là. Dans la population, les gens ne sont pas d'accord. Et c'est ça le risque, c'est le fait de laisser s'envenimer les débats dans la population parce que vous êtes trop couards pour pouvoir en parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Les politiciens doivent demeurer cette soupape pour libérer la pression. Les politiciens doivent débattre des sujets sociaux
et après ça, offrir une solution. Parce que s'ils ne le font pas c'est juste un unanimisme de façade. Au bout de compte, ils ne sont pas vraiment unanimes. C'est juste une unanimité de façade. Ben, si tu fais ça, ben là, c'est la population qui va commencer à s'arracher la tête figuré, évidemment, mais c'est la population qui va commencer à devenir frustrée par rapport à ces débats de société-là. Et pendant ce temps-là, le gouvernement s'en lave les mains et dit « Non, ben nous, on est tous d'accord avec QS, Parti libéral, PQ. » Vous voyez, la politique, c'est du conflit. Le but est justement qu'on ne pousse pas la chose jusqu'à un conflit ouvert physique, mais la politique, c'est du débat, c'est du conflit entre des idées, c'est de la confrontation d'idées, et c'est extrêmement malsain si on est dans une société unanime comme ça. Et donc, bref, c'est ça, tout ça pour dire que ben là, l'ex-élu, Émilie Foster, exprimait justement ça. Au bout du compte, elle reprenait aussi ce que Claire Sanson avait dit par rapport aux plantes vertes. Essentiellement, elle disait les députés d'arrière-ban sont considérés juste comme des plantes vertes, votez dans le sens que vous voulez, et après ça, on s'en fout de vos opinions. Et c'est ce que j'avais dit aussi dans mon texte il y a 1 an. Maintenant, par rapport à ça, il faut prendre en considération aussi, et là, bon, il y a Legault et Fitzgibbon qui ont défendu, en quelque sorte, la ligne de parti. Et il faut la prendre en compte, parce que oui, la ligne de parti est essentielle dans notre système parlementaire. Comment que ça fonctionne? Vu qu'on élit notre gouvernement au sein de l'Assemblée, ça fait en sorte que on s'attend, tu sais, les gens qui ont voté pour un député de la CAQ dans tel comté, dans telle circonscription, ou un autre pour le PQ dans telle autre circonscription, etc., oui, on vote pour des députés, mais on vote aussi pour le parti derrière le député. Donc, de maintenir la ligne de parti, c'est pour nous assurer que le député pour lequel on a voté va voter dans le sens du parti qu'on a voté. Donc, on vote pour un député, mais aussi pour le parti. Et donc, la ligne de parti, c'est pour s'assurer que ça ne ferait pas de sens, admettons, moi, je suis d'accord avec les positions du PQ ou je suis d'accord avec les positions de la CAQ. Je vais voter pour le député, mais que le député, au bout du compte, il n'est pas d'accord avec plein de positions au sein du PQ ou de la CAQ, puis il ne vote pas dans... Vous comprenez que ça ne ferait pas de sens. On serait comme, moi, je t'ai élu parce que tu étais un député du PQ ou de la CAQ. Donc, la ligne de parti est essentielle, puis on nie pas ça, là. Mais c'est ça, il y a une limite où, oui, dans les votes en chambre, oui, même pour défendre certaines politiques, hein, si certains députés ne sont pas nécessairement d'accord avec le gouvernement, au moins qui gardent un devoir de réserve, hein, ils ne vont pas aller nécessairement confronter ou ci ou ça. Mais quand même, il y a une place pour avoir du débat entre les votes à l'Assemblée. Je veux dire, on s'attend à ce qu'ils votent dans le sens du gouvernement. Ultimement, quand le gouvernement, quand le parti prend une décision, ils vont voter dans le même sens. Mais on s'attend quand même aussi à ce qu'il y ait un travail de débat et de brassage d'idées. Ça me fait penser d'ailleurs, tout le monde parlait du PQ puis il disait que c'était des chicanes de ma tante, de mon oncle, etc. Le PQ a toujours été vu comme ce parti très, très... conflictuel à l'interne. Hein. Tout le monde est d'accord sur le principe de l'indépendance, mais personne sur comment l'accomplir. Donc, ça fait en sorte que c'est ça. Ça crée un parti où il y a beaucoup de débats. Mais, puis c'était vu d'une manière péjorative, mais c'est une bonne chose parce que ça pousse le parti à se dépasser, à justement régler des dissensions, et à prendre en considération aussi toutes les idées. Un parti qui n'a pas d'exercice de débat à l'interne, puis qui vote à 98,6% pour son chef, ben là, tu te demandes, là, c'est quoi? C'est juste une gang de carriéristes qui veulent juste garder leur job, dans le fond. Là. C'est pas des gens qui sont animés par des grands idéaux et qui veulent débattre. Là. C'est pas des politiciens, eux autres. Là. C'est juste, à la limite, ça pourrait devenir juste des fonctionnaires. des fonctionnaires à la charge de la CAQ. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. On ne nie pas que la ligne de parti est importante, mais il faut prendre en considération que le débat est essentiel. Et là, on dirait que le débat est en train de disparaître, en quelque sorte, au Québec. Donc, bref, c'est ça, il y a tous ces éléments-là, et la CAQ poursuit son ascension vers le pouvoir assez impressionnante, et c'est ça, toutes ces réflexions-là sur la gouvernance sont légitimes, et il va falloir qu'on se demande à un moment donné au Québec, est-ce qu'on souhaite avoir un retour d'un petit peu plus de débat? Est-ce qu'on doit laisser la CAQ toute gérer notre destinée comme ça? C'est une question qu'il faut se poser et ça va avoir beaucoup d'influence pour les prochaines années. Bon, maintenant, on va enchaîner sur le G7. Donc, le G7 qui se déroule en ce moment même à Hiroshima, au Japon. Et que, bon, d'entrée de jeu, hein, on va le dire, il y a une symbolique ici. Hein, et
on fait référence en quelque sorte aux menaces nucléaires qui ont émergé de part et d'autre, particulièrement de la part de Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et donc, le fait de faire un G7 à Hiroshima, il y a cette symbolique de ce qu'on ne veut pas, ce à quoi on ne veut pas arriver. Donc, il y a cette espèce de dynamique un peu pacifiste derrière ça, le fait de rappeler aux gens les horreurs de la guerre et l'extrémité où ça peut aller jusqu'aux bombes nucléaires. Et c'est un petit peu c'est un petit peu en quoi ça me rend en quelque sorte un peu mal à l'aise. Parce que bon, on est tous d'accord avec ce message. Mais on est tous aussi assez au courant que les membres du G7 sont en quelque sorte dans une guerre acharnée là, contre la Russie et vont tout faire pour vaincre cette guerre-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a escalade tout de même. Je veux dire, on comprend le côté respect du droit international, la Russie est l'envahisseur, il faut se battre contre la Russie et tout ça, on est tous d'accord avec ça, ok? Mais il y a tout de même le point que à un certain stade, c'est tout de même l'Occident aussi qui en quelque sorte fait escalader la chose, parce que la triste réalité, c'est que l'Ukraine n'aurait eu aucune chance contre la Russie si ce n'était pas de toute l'aide qu'on a offert à l'Ukraine et qu'à chaque fois où cette guerre-là aurait pu se terminer dans des circonstances qu'on n'aurait pas appréciées, disons que la Russie aurait vaincu, à la place de ça, on a préféré soutenir militairement l'Ukraine et ça fait en sorte que ça prolonge la guerre. Ça prolonge la guerre et le front est pas mal fixé. Là, ils disent qu'ils viennent de reprendre 2 km autour de Bakhmut. OK, oui, mais tout de même, le front est fixé et là, ils vont entreprendre leur offensive printemps-été. Même l'OTAN les pousse pas mal à le faire. Les Russes, de leur bord, ont mis en place des tranchées, des systèmes de tranchées absolument incroyables sur des milliers de kilomètres partout sur la ligne de front. À savoir exactement comment ça va se passer pour les Ukrainiens pour essayer de traverser ça. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que les perspectives de la guerre en Ukraine, là, il y a beaucoup de monde qui disent que la Russie va être vaincue. Et ça, c'est loin d'être clair. Là. Le front est fixé et c'est en ce moment, on est quasiment comme au retour à la Première Guerre. Là, on se bat pour des centaines de mètres là, autour de Bakhmut. Justement, Zelensky qui comparait Bakhmut puis qui disait justement, on va revenir au G7. Il y a cet article-là qui dit, parce que Zelensky était un invité surprise au G7. Surprise. Yeah, right. Un G7 qui a 7 autres invités. Je ne sais pas tout par cœur, mais je sais qu'il y a l'Inde, en tout cas, la Corée du Sud, il y en a une. Le Brésil aussi est là. Donc, il y a non seulement le G7 qui, initialement, était comme les pays les plus développés. Bon, ça l'a changé depuis un certain temps, mais c'est un G7 plus 7. Donc, il y a aussi des membres de ce qu'on appelle le BRICS, etc. Et donc, ça le permet à Zelensky, notamment, de rencontrer Narendra Modi. Et bon, c'est ça. Bon, tout ça pour dire qu'il y a ce G7-là où là, on joue un peu la carte pacifiste avec ne serait-ce que juste la localisation d'où qu'on le fait, Hiroshima, pour avertir les gens sur le danger nucléaire. En arrière-plan, en contexte, il y a la guerre en Ukraine. Et comme je dis, il y a en quelque sorte une escalade. Et quand je dis escalade, je veux qu'on me comprenne bien. Là. Je vous parlais il y a quelques mois de ça, que là, on avait accepté d'envoyer des chars d'assaut. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon vidéo, je vous avais dit, après les chars d'assaut, la prochaine étape, ça va être les chasseurs. Ça va être d'envoyer aussi des avions de guerre. Eh bien, on est rendu là. Il semblerait que là, on va envoyer aussi des F-16. À la base, Biden était contre. Là, finalement, il est d'accord pour commencer à former les pilotes ukrainiens sur les F-16. Il semblerait que là, c'est un peu confus parce que là, il a comme accepté, mais même dans les sphères politiques américaines, il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, mais c'est pas décidé, là, c'est pas signé cette affaire-là. C'est un peu plus complexe. » Mais on le sait qu'au bout du compte, on s'enligne pour être sur le point d'envoyer des avions. Et c'est ça un petit peu l'affaire là, avec la guerre en Ukraine, c'est que on dirait que plus le temps passe, plus les gens réalisent pas où qu'on était initialement. Et comme je vous dis, à la base, juste envoyer des chars d'assaut, on se disait, OK, là, on est rendu impliqué. C'est quasiment rendu une guerre frontale entre l'Occident et la Russie à ce stade-là. Là. On est rendu qu'on offre tout le matériel militaire pour combattre la Russie.
Et ben à l'époque, on se disait, les chars d'assaut, ok, ça commence à être un peu intense. Ben là, maintenant, on est rendu avec les F-16, là, littéralement. Et justement, bon, la Russie qui a réagi à ça, hein, qui dit offrir des F-16 à l'Ukraine serait un risque colossal pour l'Ouest. Donc, évidemment, on comprend que dans une situation de guerre, des deux côtés, c'est de la propagande de guerre. Mais j'ai l'impression que les Occidentaux le prennent moins peut-être en considération de leur bord, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Russie va dire de quoi, l'Occident va dire de quoi, mais des deux bords, je pense que c'est mieux de se rejoindre au milieu, parce que la Russie va dire des trucs qui n'ont aucun sens juste pour protéger ses intérêts, mais on fait la même chose en Occident en ce moment. Fait que c'est sûr que la Russie, bon, elle apprend qu'il va y avoir des F-16 en Ukraine, c'est sûr qu'elle va répliquer assez durement et même va peut-être monter l'escalade un peu pour essayer de faire reculer les Occidentaux là-dessus. Mais en même temps, ben, ça reste que c'était assez attendu. C'est sûr que si tu dis que tu vas continuer à armer l'Ukraine, puis même envoyer des F-16, puis voilà, ça commence à être comme une implication. Comme je dis, ça commence quasiment à être une implication directe. Donc bref, il y a ce côté-là que j'ai un petit peu de la misère avec le fait de se prétendre à ce point-là pacifiste en Occident. Et là, on fait des gros symboles par rapport à Hiroshima, mais en même temps, on fait juste augmenter, on fait juste escalader de plus en plus ce conflit-là en envoyant de plus en plus notre matériel de pointe. Il y a aussi un article que j'ai vu passer, je ne l'ai pas sur le moment, mais je crois que c'était un journaliste de Radio-Canada, je pense, qui faisait une analyse et qui disait qu'en quelque sorte, le G7 se retrouvait en quelque sorte une utilité, dans le sens où c'est vrai que les organisations internationales, depuis quelques années, même peut-être quelques décennies, ont perdu en influence. Du temps... disons, bon, t'as l'ONU, puis même toutes les organisations G7, G8, etc. Durant une certaine période, fin du 20e siècle, hein, c'était une espèce d'idéalisme onusien de, bon, on va régler les conflits, on va régler les problèmes dans le monde par ces espèces de grandes conciliations multilatérales de plusieurs États, et on va juste signer des ententes, etc. Mais ce qu'on a remarqué quand même, à partir du tournant de 20e, 21e siècle, et particulièrement à partir des années 2010, c'est l'hégémonie globale, là, la police du monde américaine, etc., c'est plus le cas aujourd'hui. La Chine, la Russie, même les États du BRICS, on est de plus en plus dans un monde multipolaire, donc il y a plein de dynamiques qui ressurgissent, qui s'étaient un peu affaissées depuis quelque temps, avec l'ouverture du monde à la chute de l'Union soviétique, etc. Ben là, maintenant, on est de retour dans une dynamique un peu plus conflictuelle par rapport aux relations internationales, et donc avec des États qui... Tu sais, la Russie, dans les années 90, elle n'avait aucune chance de pouvoir s'opposer aux États-Unis. Maintenant, ben, elle a repris de la puissance et là, elle est rendue capable de s'opposer. Elle a même des jeux diplomatiques avec l'Iran, avec la Chine, etc. On voit de plus en plus se constituer une espèce d'ensemble eurasiatique, hein, où tu as l'Ouest, l'Europe, Amérique du Nord et États alliés contre cette espèce de bloc-là, Russie, Chine, etc., qui ont des dissensions entre eux aussi, mais qui ont quand même une certaine vision de on a nos sphères d'influence et on ne veut pas que l'Occident s'ingère là-dedans. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un état de fait. Le monde est plus multipolaire depuis quelque temps. Et ça l'a fait en sorte que les institutions internationales, comme l'ONU, le G7, etc., ont pas mal décliné. Et je vous rappelle juste le G7 qu'il y avait eu à Québec, je pense que c'était en 2018, où c'était assez ironique, parce que tu voyais des manifestants altermondialistes dans les rues, majoritairement de gauche, qui allaient en plus insulter Trump, parce que là, c'était du temps de Trump. Là, Trump était à Québec à cette occasion-là. Mais en même temps, tu avais Trump qui démontrait très clairement que cette époque-là est révolue, puis Trump, qui lui-même est un altermondialiste en quelque sorte, qui s'opposait de fond à toutes ces espèces de politiques mondialistes, qui subordonnent les États à des espèces d'impératifs supranationaux. Ben, Trump, justement, dans sa perspective plus nationaliste, America First, était en quelque sorte un obus perceur d'armure pour ce genre d'institution-là. Fait que là, bref, tu voyais dans les rues des manifestants de gauche, altermondialistes, mais en même temps, tu avais Trump
au G7 qui était beaucoup plus efficace qu'eux en termes d'altermondialisme. Bref, tout ça pour dire que les institutions internationales ont comme décliné parce que le monde réalisait de plus en plus, c'est plus comme Poutine, Trump, président Xi, Justin Trudeau, whatever, qui maintenant ont la destinée du monde et qui font des ententes bilatérales plutôt que multilatérales dans des grandes organisations. Là, avec toute la pandémie et beaucoup d'éléments qui a fait en sorte qu'on dirait que tout le populisme occidental a été en quelque sorte un peu domestiqué dans les derniers temps. Et on renoue de tout cœur, surtout avec la mobilisation avec l'Ukraine, on renoue de tout cœur avec cette espèce de perspective plus multilatérale. Et donc, bref, pour en revenir, c'était un journaliste de Radio-Canada qui faisait l'analyse et qui disait que le G7 se retrouve en quelque sorte une utilité après des années pas de discrédit, mais des années où qui ne servait plus à grand-chose. Là, maintenant, on est en train de réaffirmer l'espèce de force du G7, la force d'influence et tout. Et bon, ils ont l'invité surprise Zelensky, évidemment. Et c'est ça. Comme je vous dis, il y a escalade. Comme je vous dis, à un moment donné, il va falloir prendre en considération, et je comprends que dans une perspective ukrainienne, c'est un combat de vie ou de mort, donc on va aller dans toutes les extrémités. On va affirmer à la face du monde qu'on va reprendre tous les territoires, on va même reprendre la Crimée. Et là, tu as Zelensky... parce que là, c'est le 8 ou le 9 mai, je ne me rappelle plus exactement, mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, quand Berlin est tombé. Et à cette occasion-là, à chaque année, la Russie fait des grands défilés. C'est le Victory Day, sur la place rouge et tout. Mais là, cette année, c'était un petit peu plus modeste, parce qu'il y avait des craintes qu'il y ait des attaques, mais il y avait aussi des craintes au sein de la population russe, que peut-être qu'il y ait comme des gens dans la population qui profitent de l'occasion pour protester, etc. Parce que, les Russes aussi perdent des gens. Il y a des gens qui ont des familles puis qui ont perdu des membres de leur famille dans les combats. Et donc, ça fait en sorte que, les célébrations, disons, du jour de la victoire en Russie ont été plus modérées cette année. Mais à cette occasion-là, tu as Zelensky qui a dit que la guerre en Ukraine allait se terminer de la même manière que la Deuxième Guerre en 1945 à Berlin. Comme je dis, je comprends que dans la perspective ukrainienne, c'est une question de vie ou de mort. Mais là, il disait de la même manière qu'à 1945 avec nos alliés et tout. Là, c'est parce que tu es en train de comparer une guerre mondiale à ce qui est, je suis désolé, mais pour les Occidentaux, plutôt une guerre frontalière entre la Russie et l'Ukraine. Et là, tu es en train de nous impliquer là-dedans aussi, puis de dire qu'on va finir ça comme en 1945. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'on veut que Moscou soit ruiné comme en 1945? Est-ce que c'est ça qu'on nous dit? Qu'on nous dit que le Kremlin va être en ruine comme le Reichstag l'était en 1945? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous promet? Encore une fois, je comprends la perspective ukrainienne, mais c'est pas il y a une limite jusqu'où on peut aller. Et je suis désolé, mais si c'est pour tout risquer puis pitcher le bébé avec l'eau du bain et de faire escalader ce conflit-là jusqu'à temps qu'on en arrive à une situation comme en 1945, je suis désolé, mais I'm out of it. et là, ça fait la morale en plus sur le risque nucléaire. C'est sûr que si tu veux t'enligner vers une dynamique comme en 1945, tu sais ce qui s'est passé aussi en 1945. Hiroshima s'est passé aussi en... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une question de ne pas soutenir les Ukrainiens, c'est juste une question à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une limite à l'escalade. Et Zelensky, d'ailleurs, qui disait, déjà, reprendre les territoires à l'est de l'Ukraine, ça va être, comme je vous disais, ça va prendre des efforts monumentaux. Là, les Russes sont prêts, ils ont fait des réseaux de tranchées sur des milliers de kilomètres. Ils attendent les Ukrainiens. Les Ukrainiens vont faire leur offensive pendant printemps-été. On va voir ce que ça va donner, mais par rapport à ce qu'on voit depuis les dernières semaines, je veux dire, s'ils sont capables de prendre ne serait-ce que une centaine de kilomètres, ça va être impressionnant, là. Mais là, Zelensky, lui, veut reprendre aussi la Crimée qui a été annexée en 2014, et il évoque cette espèce de scénario-là où ça se finit comme en 1945. Donc, comme je dis, c'est flou, là, mais est-ce qu'on souhaite continuer jusqu'à Moscou?
Parce que c'est ça, là. Et là, il fait d'autres comparaisons complètement ridicules. Là, au G7, il a fait la comparaison en disant que la bataille de Bakhmut ressemblait à Hiroshima. OK, on est d'accord sur le fait que la ville a été ruinée. À la limite, j'aurais peut-être comparé à une espèce de Stalingrad. Hein. C'est comme la Stalingrad ukrainienne en ce moment. Le monde se bat là-dedans. Ils se sont battus durant tout l'hiver, puis on se bat pour quelques dizaines de mètres là, sur le front. Il y a des manœuvres, des tentatives de manœuvres d'encerclement, etc. Bakhmut, c'est ça, est complètement ruiné et on le comprend, mais là, comparer ça à Hiroshima, je suis désolé, mais il n'y a pas de ça n'a aucun lien. Et à ce stade-là, c'est là que tu commences à te dire que, ben, comme je vous disais tantôt, hein, il y a de la propagande des deux bords, puis là, c'est parce que en Occident, il est peut-être temps qu'on ait une position plus tempérée, plus modérée là-dessus, parce que là, tout ce qu'on nous lance par la gueule, c'est que des discours ultra-militaristes de on va vaincre et on va... Et c'est ça, c'est comme la Troisième Guerre mondiale. Mais l'Occident ne veut pas être dans une Troisième Guerre mondiale et l'Occident ne veut pas tomber en guerre totale contre la Russie. Là, c'est comme si peu à peu, on essaie de nous habituer au fait que, on va aller jusqu'au bout pour l'Ukraine. Jusqu'au bout, jusqu'où? Donc, c'est ça, je comprends la perspective ukrainienne, je comprends aussi le devoir de solidarité, mais à un moment donné, il va falloir qu'on regarde nos intérêts là-dedans aussi, puis qu'on détermine est-ce que c'est une bonne chose. Et là, bon, il y a la Chine qui parle de faire des médiations, il y a plein justement de pays de puissances alternatives qui offrent cet espace de médiation-là. Et je veux être clair par rapport à ça aussi, là. Le fait de critiquer le support à l'Ukraine ne fait pas de moi un pro-Poutine intense et tout. Là. Le fait de critiquer le support à l'Ukraine ne veut pas dire non plus que je crois qu'il aurait fallu juste laisser l'Ukraine à la Russie. C'est un principe de base en relations internationales que si tu veux négocier avec un autre État, il te faut une position de force. Donc, pas juste en relations internationales, en fait, même en matière de guerre. Hein, au bout du compte, on veut tous essayer d'abréger les guerres, mais il faut une position de force pour pouvoir négocier. Si on avait négocié au début de la guerre avec la Russie, je dirais, elle aurait demandé la Russie en entier. C'est qu'il aurait fallu, à partir d'un certain moment, quand on avait vraiment une position de force, est-ce qu'on l'a encore? Oui, je pense que c'est dur à dire, comme je vous dis, le front est figé, mais c'est qu'à un moment donné, il va falloir déterminer qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme compromis et à quel point la position de force qu'on a actuellement, à un moment donné, il faut déterminer c'est quoi notre position de force, puis est-ce que c'est le temps d'en arriver aux discussions. Parce que là, en ce moment, tout ce qu'on nous offre, c'est juste une guerre, une guerre totale. Puis là, on envoie les chars d'assaut, on envoie des systèmes antimissiles que nous, on n'a même pas pour l'armée canadienne. Là, on envoie des F-16. À un moment donné, ça, c'est pas un processus de paix. Là. Ça, selon la définition, c'est une escalade guerrière. Et c'est pour ça que je dis que oui, OK, la Russie fait bien de la propagande de leur bord, mais en même temps, c'est vrai qu'on escalade de notre bord aussi. Donc, puis pour tout ce qui est les histoires nucléaires, je veux dire, selon la dynamique nucléaire, je vois vraiment pas du tout dans quelle situation est-ce qu'une bombe pourrait être utilisée dans ce conflit-là. Là. Mais c'est sûr que si tu as des discours qui comparent la chose à 1945, ben là, tu crées des conditions qui sont de plus en plus problématiques par rapport à ça. Donc, bref, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Je veux dire, la guerre est jamais quelque chose d'appréciable. Hein? On veut toujours l'éviter. On se retrouve dans cette situation-là. Mais je commence à avoir beaucoup de misère avec le fait que l'Occident ne réalise pas qu'il produit lui-même son lot de propagande et que là, Zelensky, tant qu'à moi, est rendu... Et je comprends, dans sa perspective, que je le répète, ukrainienne, c'est un combat de vie ou de mort. Mais ce qu'il nous propose et ce qu'il nous dit, nous, en tant qu'Occidentaux, pour le soutenir, c'est rendu du fanatisme. Je veux dire, on va pas tout risquer pour des régions russophones de l'Est de l'Ukraine. On va pas tout risquer puis à se lancer dans une troisième guerre. Et de la manière que Zelensky parle, il parle comme s'il était dans une troisième guerre. Et je suis désolé, on veut pas de troisième guerre. Il n'y a personne qui veut ça.
Tu sais, je pense tout simplement qu'à un moment donné, il va falloir là, qu'on arrête que ce soit genre soit pro-russe, soit pro-Ukraine. Là. Il va falloir à un moment donné qu'on ait une position entre les deux. Là, parce que non, on veut pas de Troisième Guerre mondiale. Je suis désolé, mais non. Et même si c'est pour que Poutine reste au pouvoir pour les 30 prochaines décennies, je sais pas il y a quel âge, là, mais je vais pas faire une guerre pour empêcher ça. Je veux dire, à partir de là, c'est aux Russes à réussir à le sortir. Là. C'est pas à nous à aller faire de Moscou un nouveau Berlin. Là. Bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une situation qui est compliquée, mais je pense quand même qu'à un moment donné, il va falloir un peu de modération et je crois qu'à un moment donné, il va falloir utiliser notre position de force pour pousser des négociations puis en arriver à un processus de paix. C'est juste le bon sens. Là. Mais les gens en ce moment sont tellement rendus obsédés. Et c'est ça. Il disait aussi, Zelensky disait que le régime de Poutine était comparable, genre pareil comme Hitler. Est-ce qu'on est en train de dire que le régime de Vladimir Poutine est comparable au régime de Adolf Hitler? Écoutez, là, envahir un pays, là, c'est une chose. Puis, comme je dis, on est tous en désaccord avec ça. Là, on est en train de comparer le nazisme à Poutine. Puis là, je comprends que la Russie a accusé l'Ukraine d'être nazie et tout le kit, là, mais à cause des bataillons Azov, en passant, qui est pas mal vrai, là. Mais de comparer Vladimir Poutine à Adolf Hitler, je suis désolé, là, mais c'est ça, c'est qu'on quitte la rationalité à ce stade-là. On quitte la rationalité, ça fait plus aucun sens. À ce que je sache, là, il n'y a pas de camp de concentration, il n'y a pas d'extermination génocidaire qui se déroule en ce moment en Russie, là. Des camps de prisonniers de guerre, etc. Je présume, mais il n'y a pas genre de... J'ai même pas besoin de l'expliquer. Vous le savez que ça fait aucun sens. Vous le savez que ça fait aucun sens. Il y a plein de trucs qu'on peut reprocher à Vladimir Poutine, mais de là à le comparer à Adolf Hitler et à dire qu'on devrait se lancer dans une troisième guerre, c'est rendu du délire. Là. C'est du délire. Donc bref, tout ce que j'avais à dire... Je vous laisse avoir vos propres opinions. Vous pouvez en débattre aussi dans les sections commentaires. Et en passant, n'hésitez pas aussi à... Je vois que vous partagez beaucoup depuis quelques temps. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment, vraiment gentil de votre part. Je suis content de voir que beaucoup d'entre vous ont l'air d'apprécier. Continuez à partager, continuez à liker et à commenter. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci là.